YouTube de manière privée. Voilà. Dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu cette semaine sur la plateforme ou même la semaine d'avant qui nécessitent qu'on y passe un petit peu de temps ensemble ou un peu plus de clarification? Ou est-ce que tout vous paraît clair? Ok. Moi, je crois que j'ai des questions entre la différence entre le cahier des charges et le business case. Ok. Je sais que c'est un peu la base, hein, désolée. On est là pour revoir les fondamentaux pendant 4 semaines, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions bêtes. Très bien, c'est noté pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, j'essaie de les recenser un peu toutes. S'il n'y en a pas d'autres, alors simplement pour différencier le cahier des charges du business case. Le cahier des charges, si tu te rappelles, c'est l'idée de capturer le besoin qui vient de l'esprit du commanditaire. Alors, je le schématise de manière simple. Versus le business case, le contrat que passe avec toutes les alinéas, toutes les petites astérix entre l'entreprise et le projet, et donc le chef de projet et son équipe. Donc il y a un gap, un fossé, une différence en termes de précision, en termes de détail entre les deux éléments. Je mets un petit astérix puisque pour certaines entreprises, il est possible de ne pas avoir un business case, mais d'avoir un cahier des charges étoffé. Et donc le cahier des charges sert de ligne de conduite pour le projet. Donc il est possible que tu arrives dans un contexte où on ne te parle pas de business case et qu'on dit bah tiens voilà le cahier des charges, vas-y pour ça avec le projet. C'est possible. Mais dans l'absolue nécessité, dans ce qui devrait se faire en termes de fondamental, c'est mieux d'avoir cette différenciation, d'avoir cette partie de devis, où en fait le commanditaire agit comme ton client. Il te dit voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Tu notes tout sur ton devis. Il te propose lui ce qu'il a dans son portefeuille de disponible pour le projet. Voilà, j'aimerais un projet qui coûte 100 000 euros, disponible à telle date, etc. Rien n'est forcément bien précis. Toi, avec ce devis, enfin cette proposition que réalise le commanditaire, même si c'est un peu dans l'autre sens, normalement c'est toi qui devrais faire un devis, bah, tu pars avec ton bâton de pèlerin, tu analyses un petit peu tout dans le détail, et là l'idée c'est de faire un contrat détaillé. Donc là, tu arrives vers le commanditaire en disant, ben voilà, j'ai détaillé tout ce qu'on peut faire, toutes les personnes qui sont nécessaires pour réaliser le projet, tous les outils, tous les matériels, et finalement j'arrive à cette ardoise-là, à ce timing-là. Ça peut correspondre ou pas au cahier des charges que le commanditaire avait à l'esprit, et là tout est matière à discussion. Soit il se dit, bah ok, c'est plus cher que ce que j'avais en tête, mais au moins je suis sûr de l'avoir, ou bien il se dit, bah, si moi je veux vraiment ce prix-là, par contre du coup on enlève quelles options on peut enlever, par exemple. Voilà. Donc voilà la différence vraiment entre cahier des charges et business case cas d'affaires. Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut embrayer sur la présentation de la semaine. Donc, je vais vous partager mon écran. Et bien entendu, on va échanger sur ce qu'on a partagé cette semaine sur la plateforme. C'était surtout en termes de structure et de compétences. Alors, sur la partie structure, c'est vrai qu'un projet devrait se diviser en plusieurs phases. L'idée d'avoir une structure dans un projet, le terme structure prend tout son sens, c'est de savoir où on en est. Voilà d'où vient la partie structuration. Il faut qu'on puisse savoir, lorsque vous avancez dans le projet, si on en est au tout début, aux prémices, c'est-à-dire à la construction du business case, donc la phase d'initiation, qui permet d'étoffer un petit peu le cahier des charges de manière à avoir une vue plus précise afin d'arriver à ce business case qui est un livrable, qui fait partie de la clôture de la partie initiation. Alors je devrais dire plutôt de la conclusion pour pas mélanger avec clôture, de la conclusion de l'initiation. Et de ce business case, on réalise la partie exécution et la partie clôture. L'exécution, comme son nom l'indique, c'est vraiment la cœur d'activité du projet. Le but de l'exécution, c'est de réaliser ce qu'on nous demande dans un projet. Vous aviez en exemple les 3 types de projets qui étaient le remplacement d'un logiciel de facturation, ou bien celui de création d'un nouveau logo, ou celui du déménagement.
du remplacement de mobilier. Il faut toujours en revenir à qu'est-ce qu'on nous demande dans ce projet. Dans le remplacement, par exemple, du logiciel, ce qu'on nous demande, c'est de remplacer le logiciel. Donc je ne peux pas, par exemple, certains d'entre vous ont répondu comme ça, je ne peux pas, par exemple, avoir en phase de clôture, livraison finale, mise en production, du logiciel. Puisqu'en fait, cette activité-là, elle fait partie de l'exécution, c'est le cœur d'activité. Si vous mettez en clôture, que finalement la livraison intervient à ce moment-là, du coup, on fait quoi en exécution? Quelque part, l'idée de bien réaliser la mise en production en exécution, de former les utilisateurs, être sûr que tout fonctionne et en clôture, de présenter que tout le monde est content, que ça a bien fonctionné, de présenter les indicateurs, à savoir combien de fois on a dû peut-être refaire les choses, et cetera, et cetera. Mais le cœur d'activité doit se réaliser en exécution. Et la clôture, elle est là pour faire la boucle avec l'initiation. L'idée est de se dire qu'est-ce qui avait été prévu durant l'initiation? Est-ce que les gens sont satisfaits du projet? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Quelle est un petit peu l'histoire, alors pas forcément un récit narratif, mais quelle est l'histoire qu'on peut avoir par rapport au projet, disons les principaux faits que construise le projet. Donc voilà un petit peu les trois différentes grandes phases du projet que chaque projet devrait associer. Ensuite, par rapport à cette structure, il y a une sous-structure qui est très importante à mettre en place, c'est celle des lots de travaux. Alors, déjà, comment définir un livrable et un lot de travaux? Un livrable, c'est quelque chose de concret qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans un projet. Un projet, si la finalité du projet est d'avoir ce nouveau logiciel de facturation, pour en arriver là, il faut déjà peut-être construire certains modules, les mettre ensemble, les paramétrer. Toutes ces activités-là sont des livrables à proprement parler. Les lots de travaux, eux, sont plutôt les activités les plus petites qu'on peut avoir au sein d'un projet. Ça veut dire que pour un livrable, on peut très bien avoir soit un lot de travaux, soit plusieurs lots de travaux. Donc on peut avoir cette association-là qui se fait en fonction du niveau de détail qu'on demande par rapport à un livrable. Si le livrable est assez simple, en effet, un lot de travaux va être égal à un livrable. Mais ce qui est plus intéressant pour vous, c'est de savoir comment je crée un lot de travaux, comment on le constitue. Un lot de travaux, alors c'est une méthode que j'ai pas forcément partagée sur la plateforme, puisqu'elle ne va pas forcément, s'adapter à tous les contextes. Mais un lot de travaux est des activités qu'on peut estimer entre 8 heures et 80 heures de travail. Imaginons que vous ne soyez pas forcément du domaine et que vous ayez besoin de ségréguer les choses, besoin de cloisonner les activités. Vous aurez certainement besoin de vous dire: «OK, une activité, c'est à peu près tant de temps, il faut que ça coûte pas plus que tant». Et donc cette méthode des 8-80 le précise. On précise qu'un bon lot de travaux, la définition d'un bon lot de travaux se situe entre 8 heures et 80 heures de travail. Ça veut dire que si on associe une personne à un lot de travaux, cette même personne devrait réaliser entre 8 heures et 80 heures de travail effectif. En revanche, si on en a 2, 3, 4 personnes, qu'on associe à un lot de travaux, la répartition de ces 8 heures, 80 heures doit se faire sur ces 4 personnes. Et l'idée n'est pas forcément d'avoir le même temps par personne, c'est simplement d'avoir la somme de leur temps effectif qui est situé entre 8 heures et 80 heures. Donc voilà, vous avez les différentes phases du projet, initiation, exécution, clôture. Dans l'exécution, vous avez vos différentes sous-phases. Vos sous-phases représentent les livrables et chaque livrable est constitué de un ou plusieurs lots de travaux. Et donc, en fonction de ces différentes activités, vous avez ce niveau hiérarchique des activités et des tâches qui, visuellement, vous permet de mieux comprendre où vous en êtes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, moi c'est bon de mon côté. Non, c'est bon. Très bien. Sur la partie compétences, là, on est plus sur la partie soft skills. Comment être le chef de projet parfait? Comment être sûr de toujours faire adhérer? Le chef de projet parfait comme la personne parfaite n'existe pas, vous le savez bien, mais je vais vous donner les clés pour au moins assurer un minimum. Pour être un chef de projet performant, puisque parfait n'existe pas, l'idée est d'au moins accentuer sur la performance, d'être sûr qu'on réalise les bonnes choses. L'idée est de pouvoir s'accentuer, en tout cas s'atteler à différentes tâches qu'on s'approprie de manière quotidienne, de manière répétitive, pour qu'elles puissent nous
qu'on puisse être vraiment bien imprégné. Donc le quotidien du chef de projet, il a été détaillé sur une des journées avec un module où il y a pas mal d'activités que j'ai détaillées. Mais l'idée est que toutes ces activités ne sont pas forcément nécessaires. Là aussi, vous pouvez piocher par rapport à votre contexte, de dire si oui, vous faites un reporting financier ou pas. Tout va dépendre en fait de votre contexte de chef de projet. Par exemple, par rapport au business case, aujourd'hui, je travaille pour des clients pour lesquels je n'en fais pas du tout. Donc, je vous parle de business case aujourd'hui, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas réalisé. En revanche, pour d'autres clients, il m'est arrivé de tout faire de bout en bout, quitte à même faire les entretiens avec les consultants externes, et cetera, le recrutement, alors qu'aujourd'hui, c'est pas mon cas. Donc vraiment, chaque contexte est différent. Le quotidien complet, il permet d'être sûr qu'on n'oublie rien et d'être sûr qu'on se donne le temps de pouvoir réaliser les choses. Ça veut dire que vous allez pouvoir bloquer dans votre calendrier des activités qui sont incontournables. Si vous savez que vous avez un comité de pilotage ou un comité projet qui doit se réaliser, vous savez que pour que votre support puisse être optimum et complet, vous devez par exemple extraire le nombre d'heures réalisées par les ressources. Ça peut-être que ça met 1 heure, peut-être 2. Peut-être qu'aussi vous devez aller avoir le statut clair par rapport aux différents incidents. Et donc là, ça peut-être que ça met 1 heure ou plus. Toutes ces activités-là, qui sont nécessaires à réaliser avant votre échéance importante, peuvent être placées dans votre calendrier de manière à ce que vous soyez sûr que, déjà, vous n'allez pas les oublier, mais être sûr d'avoir le temps nécessaire, c'est-à-dire que personne ne peut vous perturber à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir aussi travailler de manière proactive, et c'est un peu le sens de ce que je vous dis, et de ne pas forcément attendre une échéance pour aller de l'avant. Vous savez que dans votre projet, vous avez une liste d'incidents. Il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment très importants. Vous n'allez pas attendre tous les jeudis la réunion de 14 heures pour savoir si oui ou non ça a avancé. Essayez peut-être le mardi d'aller voir la personne qui est responsable de l'incident, savoir si est-ce que ça va bien, il y a une bonne tendance, est-ce que cette personne a besoin d'aide. Ça vous permet déjà de tâter le terrain et peut-être déjà de mettre les moyens nécessaires ou de lever le doigt pour avoir le support nécessaire pour essayer de clôturer l'incident. C'est un exemple. Donc voilà comment on peut s'enrichir de manière quotidienne dans son quotidien, dans son activité. En termes de qualité, le chef de projet, vous le savez, il est un petit peu au cœur de tout. Il n'est pas responsable de tout, mais c'est important d'être un bon communicant et de cultiver la communication. Dans le sens où la communication, elle va être importante puisqu'elle n'est pas forcément la même que vous vous adressiez aux commanditaires, au métier, donc aux personnes du business, qu'aux personnes qui se trouvent dans les équipes, qui sont des personnes qui sont issues du terrain. Et donc en effet, cette communication, elle doit être adaptable. Donc vous n'allez pas avoir le même langage avec chacun. C'est important de pouvoir s'en rendre compte, mais aussi de travailler ces communications dans ce sens-là aussi. La réactivité, là aussi c'est important. Si un commanditaire ou une personne dans le comité de pilotage vous indique qu'il faut réduire la voilure sur le budget du projet parce que l'entreprise a décidé stratégiquement de réduire de 10% l'ensemble des budgets, vous n'allez pas attendre la réunion de la semaine prochaine pour informer les personnes qui sont en charge de l'autre travaux, de livrables, pour leur dire, ben voilà, ce livrable-là est arrêté. Il faut éviter qu'une personne commence à travailler sur quelque chose qui ne va pas être réalisé. Ça évite déjà de la frustration, parce que si vous le dites trop tard, une personne s'est investie pour réaliser quelque chose qui va finalement être annulé, alors que ça aurait pu être évité. Mais aussi, vous êtes sûr de pouvoir respecter ce qu'on vous a demandé. Le sens humain, là, c'est important aussi. On est tous des êtres humains autour de cette table. On ne travaille pas encore uniquement avec des robots, même si ça tend à y être. Donc profitons-en pour partager ce qui nous traverse. Je ne demande pas à ce qu'on raconte nos vies dans l'entièreté, mais le but est de pouvoir simplement briser la glace avec des faits qui montrent que vous êtes un être humain. Vous avez rencontré des bouchons énormes sur la route parce qu'il y a des travaux, votre enfant est tombé malade la nuit, c'est bête. Alors c'est vrai que c'est pas toujours amusant, mais le fait de pouvoir parfois juste parler 5 minutes avant de démarrer une réunion sur peu importe le sujet autour de ce qui vous environne, permet aussi en tant que chef de projet
et aux personnes qui vous suivent de se dire: «Ah oui, OK, elle est pas là, c'est pas qu'un chef de projet, c'est aussi un être humain, il faut comprendre qu'il y a tout un contexte», et ça permettra peut-être dans un futur proche ou lointain à cette personne-là de se dire: «Bah, putain, c'est vrai que ça j'ai pas besoin de lui cacher que j'ai 3 enfants, que moi aussi j'ai une vie active». Voilà, on est des êtres humains, on a tous un environnement, plus ou moins complexe, et ça, inutile de le cacher. La partie organisation, c'est important aussi. Elle se matérialise souvent par des références que vous pouvez, mettre, dans les lots de travaux, les phases. Imaginons que vous avez, 3 sous-phases dans la phase d'exécution, enfin 3 sous-phases, elles peuvent s'appeler, 1, 2 ou 3, ou, 1 A1, A2, A3. L'idée d'avoir des références qui puissent être, facilement identifiables par les personnes qui vont, soit regarder un planning, soit, réaliser des l'exécution du projet, et ça permet d'avoir les références qui sont, claires et visibles et pour lesquelles les gens savent où aller chercher. Donc, l'organisation, elle se passe aussi sur, le fait de, proposer en avance, par exemple, des points, des réunions si vous devez en faire, et de pas forcément attendre la dernière minute. La communication et l'organisation vont de pair. Et je fais la transition avec la collaboration, puisque bon, créer du lien, ça va avec le sens humain. Célébrer les succès, ça aussi c'est important. Ça paraît anodin, mais je peux vous dire que j'ai travaillé dans des contextes où le commanditaire ou même l'environnement de la direction souhaitait d'abord voir en premier lieu ce qui n'allait pas. Joy, je veux voir la première page, tous les problèmes, ce qui ne va pas du tout. Comme ça, on commence par ça et on sera bien. Ok, ben ok, on va le faire. Par contre, ça m'a pas empêché de mettre une page juste derrière avec les succès, les choses qui ont bien marché, qui ont bien fonctionné, ou même de faire des petites communications pour dire: «Bah, voilà, cette personne-là a dû lâcher un petit peu son activité pour, nous permettre de pouvoir, résoudre un souci. Donc merci à cette personne». Alors c'est pas forcément une prime, une prime qui va tomber dans le portefeuille, mais ça donne un petit peu de sens à ce que les personnes, réalisent dans leurs tâches quotidiennes, et ça les met un petit peu aussi en avant. Ça permet aussi à l'équipe, de comprendre que, OK, chacun est là pour travailler et exécuter, une activité, mais c'est aussi un travail d'équipe. Il n'y a pas que le chef de projet qui est censé en bénéficier, et moi, ce que je dis comme message, hein, à chacune de mes équipes, c'est de dire que, en fait, le rôle de chacun est important. Moi tout seul, je vais pas pouvoir y arriver, donc que ce soit en bien ou en mal, c'est surtout important de pouvoir mettre en avant, ce qui est positif, puisque c'est le positif qui amène le positif. Et donc même si on doit partager ce qui ne marche pas, puisque c'est important de pouvoir travailler sur ce qui ne marchera pas, de manière à les résoudre, c'est aussi bien de pouvoir partager ce qui fonctionne. Donc c'est tout ça mis ensemble permet de cultiver une atmosphère positive dans un projet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout ça, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou des choses, qui nécessitent un peu plus d'approfondissement. Moi, tout me semble très cohérent. Très bien. Pas d'autres, remarques concernant cette dernière page? Non, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux exercices ou à la suite, notamment par rapport à l'examen? Oui, une question par rapport à l'examen. La date, c'est le 6 février. Est-ce Oui, qu'elle c'est peut ce être que j'ai. déplacée? Alors, non. Alors la date, de l'examen, les dates d'examen sont fixes, elles sont fixées par le CCE. Il y en a plusieurs durant l'année. Si éventuellement, tu n'es pas disponible pour, cette date d'examen, il faut tout de suite alors tout de suite, on a du temps d'ici février, mais en référer à Karine Troilet. Le but est qu'elle puisse, simplement confirmer, ta présence à une autre date, et généralement, c'est tous les 2 mois si je me trompe pas. D'accord. Donc il y en a eu en décembre, mais là c'est trop tard. Et donc vous êtes tous naturellement affectés à celle de février, mais il faut simplement bien confirmer auprès de Karine votre présence ou votre non-présence à la date d'examen. En fait, ce que je vais faire cet après-midi ou durant le week-end, je vais vous envoyer à l'issue de l'envoi du compte rendu
les informations qui sont détaillées par rapport à l'examen sur la partie format notamment. Donc, comme ça, vous aurez un peu plus de billes, un peu plus d'informations sur la manière dont on accède à l'examen. Et on aura une session de préparation aussi, une session d'1 heure, où toutes les personnes qui sont inscrites pour cette même date seront là pour recevoir de ma part les différentes astuces pour bien répondre aux questions qui vous seront posées. Cette date sera communiquée bientôt, puisque normalement ça intervient 1 semaine avant la date d'examen. Donc j'ai pas encore fixé les dates pour 2026, mais ça ne saurait tarder. Et est-ce normal, enfin moi pour ma part, j'ai pas reçu de commentaires concernant nos exercices de la semaine. Oui, certains ont reçu des réponses, pas tout le monde. Je sais que tout le monde pas mal de personnes avaient répondu d'un coup, je crois, entre jeudi et vendredi dernier. Donc ça arrivait pour moi juste avant le week-end. Donc j'ai continué à répondre à vos exercices et je continue. Et donc t'inquiète pas, tu auras bien des réponses à tes exercices. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, la semaine prochaine, donc on travaillera sur l'anticipation et la proactivité dans le projet. C'est une des semaines que j'affectionne le plus, puisqu'on va parler des risques, on va parler des incidents, on va parler des problèmes et de la méthode qui va avec. Donc reposez-vous bien durant le week-end. Il y aura des choses à apprendre la semaine prochaine. Et on se retrouve vendredi prochain, même heure, 13h30. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Excellent week-end à tous. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. À bientôt. Bon week-end. Bon Bon week-end. week-end. Week-end.